Quel type de maison choisir pour faire une division de bâti? Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai déjà fait une vidéo sur la division de bâti, c'est d'ailleurs la vidéo qui fait le plus de vues sur ma chaîne, ça veut dire que c'est un sujet qui vous intéresse tout particulièrement. J'ai donc décidé de réaliser une mini-série consacrée uniquement à la division de bâti et qui va vraiment rentrer dans le détail de ce type d'opération très prisé des marchands de biens. Je vais parcourir avec vous tous les types de maisons, certaines pouvant être divisées et d'autres non. Car il faut des caractéristiques bien précises pour pouvoir diviser une maison, ce qui va nous permettre de supprimer rapidement pas mal de biens lors de vos recherches. Dans cette vidéo, je vais vous montrer des exemples concrets de maisons et comment on passe d'un bien à plusieurs appartements, en prenant en compte les caractéristiques techniques et les exigences tant au niveau du bâti que du terrain. Vous allez voir que c'est aussi important. Comme je le dis, chaque vidéo de cette mini-série sera consacrée à un type de maison. Je vous demanderai évidemment, si ce n'est pas déjà fait, parce que je sais qu'il y a, par rapport aux statistiques que je regarde évidemment, il y a 2/3 des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. C'est vraiment le moment de le faire pour ne rien rater de la suite des sorties des vidéos. Si en plus vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, je vous conseille également d'activer la petite cloche des notifications. Ça ne vous coûte rien et personnellement ça aide énormément ma chaîne à avoir plus de visibilité et donc à aider le plus de personnes possible. Tout ça gratuitement. C'est donc terminé pour l'instant promo et je vous remercie par avance pour ce que vous allez faire sur la suite. Alors avant de commencer sur le premier type de maison, je tiens d'abord à vous préciser que peu importe le type de maison que vous allez vouloir diviser, la plupart du temps, j'irai même quasiment à chaque fois, vous allez être obligé de passer par la création d'une copropriété, soit par des contraintes dues au bâti, soit aussi dues au terrain et la manière dont vous allez exploiter votre parcelle. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail ici de la création d'une copro, puisque j'ai fait une vidéo dédiée, je vous mets une petite fiche là-haut, et si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite vraiment à aller la voir, puisque c'est un point très important dans une division de bâti, tant au niveau du timing de la création de la copro, il y a des choses à faire et des choses à ne pas oublier, et également au niveau du coût, parce que créer une copro, c'est pas gratuit, ça coûte plusieurs milliers d'euros, et il faut savoir l'intégrer dans son budget total. Je ne vais pas non plus rentrer dans le détail du secteur dans lequel vous devez faire vos divisions de bâti. C'est à vous de savoir si diviser une grande maison en plusieurs appartements plus petits, c'est une bonne ou une mauvaise idée. Ceci sera bien sûr défini par les biens qui sont en vente dans votre secteur et le profil des acquéreurs potentiels. Donc c'est le moment maintenant de rentrer dans le vif du sujet et de parler donc du premier type de maison potentiellement divisible. Et ce type, ce sont les maisons de type longère, où la division se fera donc horizontalement avec des lots côte à côte. Cette maison pourra être de plein pied, ou partiellement ou totalement à étage, l'étage pouvant être rattaché sur une partie avec le rez-de-chaussée, pour en faire par exemple des duplex, ou séparés différemment, si les accès le permettent. Pour diviser ce type de maison, il y a une chose qui va être très importante, c'est le nombre d'accès de l'extérieur dans la maison. Plus il y aura d'ouverture sur l'extérieur, et plus vous pourrez créer facilement des accès indépendants à vos lots. Car un des avantages de ce type de maison, c'est la possibilité, dans la plupart des cas, de pouvoir supprimer complètement les espaces communs intérieurs. Pourquoi c'est un avantage? Tout simplement parce que les communs, ça ne rapporte rien, on ne les vend pas, c'est des mètres carrés qui sont perdus, et en plus de ça, que vous vendiez des biens en plateau ou des biens complètement rénovés, les communs devront forcément être propres. Donc si vous partez de quelque chose de dégradé, il va falloir dépenser des sous pour les rénover, au moins les rafraîchir s'ils sont plutôt pas mal, mais il faudra qu'il n'y ait absolument aucun travaux à prévoir pour vos futurs acquéreurs. Donc ça ne rapporte rien, mais ça coûte des sous. En plus de ça, s'ils sont grands, s'il y a des circulations, un escalier, quoi que ce soit, il va falloir de la lumière. Si c'est très grand, il va peut-être falloir mettre un interphone. Donc là, ça veut dire compteur électrique pour les communs, donc abonnement pour la copropriété, charge de copropriété, et des frais supplémentaires pour vous, parce que vous allez devoir poser ce compteur en plus des compteurs des lots individuels. Donc, comme vous pouvez le constater, le fait de supprimer totalement les communs, c'est un avantage financier et aussi pratique. Donc pour revenir sur les accès de l'extérieur vers la maison.
soit vous avez déjà suffisamment d'ouverture, c'est-à-dire au moins une porte pour rentrer dans chaque lot. Soit vous devrez effectuer des travaux, comme par exemple une modification de fenêtre en porte. Donc ce sont des travaux qui sont relativement simples à réaliser, puisque vous avez déjà un linteau au-dessus de la fenêtre, donc qui maintient la structure, et vous n'avez que la lège, c'est-à-dire la partie dure sous la fenêtre, à supprimer pour avoir une ouverture qui va du linteau au sol et y intégrer une porte ou une porte-fenêtre. Je vous montre ici un exemple concret. Donc vous avez ici un avant-après. Ces photos sont issues de ma deuxième opération de marchand de biens. J'ai d'ailleurs fait toute une série de vidéos consacrées là-dessus. Donc là, à gauche, vous avez la maison telle que je l'ai achetée. Donc comme vous pouvez le constater, c'est une longère, exactement ce que je suis en train de vous expliquer. Et on peut constater que sur la partie de la photo de gauche, sur la partie complètement à droite, c'est un peu coupé, mais on voit un volet qui représente une porte. Et quand on voit sur la partie de droite, là, par contre, je l'ai fermé. J'ai mis une fenêtre à la place, tout simplement parce que cette porte-fenêtre donnait sur le parking commun, donc aucun intérêt d'avoir une porte. Par contre, j'ai modifié ici la fenêtre existante, et j'en ai fait une porte-fenêtre. Alors, c'est pas la porte d'entrée, l'accès se faisant de l'autre côté de la façade. J'ai mis une fenêtre pour avoir un accès au jardin qui est devant. Et bien sûr, s'il n'y a pas les ouvertures nécessaires, si vous achetez un bâtiment qui est très peu lumineux avec très peu d'ouvertures, vous allez devoir les créer vous-même. Alors, l'inconvénient, c'est que c'est un coût supplémentaire. En fonction de l'épaisseur de la façade, il faut mettre un linteau en plus. Donc si c'est très épais, genre un mur en pierre, bah, ça coûte plus cher à ouvrir qu'un mur en parpaing. Les linteaux, bah, il faut en mettre deux côte à côte, ce sera souvent des IPN en plus, c'est plus cher. Donc c'est un coût supplémentaire. Par contre, l'avantage, c'est que c'est vous qui choisissez où vous les mettez. Donc vous pouvez adapter l'emplacement de vos ouvertures à la séparation que vous voulez faire à l'intérieur. Et bien sûr, comme il s'agira d'ouverture dans la structure porteuse, hein, la façade de la maison, il est obligatoire de passer par des professionnels avec les garanties décennales qui vont avec. Dans tous les cas, qu'il s'agisse de travaux, d'ouverture, fermeture de porte, donc modification de façade ou changement simple des ouvertures, vous allez devoir passer par une déclaration préalable. Pour le découpage intérieur maintenant, il n'y a pas de règle absolue. De toute façon, vous allez devoir vous adapter à l'existant, puisque là, on n'est pas sur une construction, on part d'un bien avec des murs, des cloisons, donc il va forcément falloir s'adapter. Ça va être impossible pour moi maintenant de vous donner des règles strictes. Par contre, je vais quand même vous donner certains conseils sur ce que vous pouvez faire. Donc dans un premier temps, pour faire le découpage de l'intérieur, on peut se servir, comme je vous l'ai dit, des murs existants. S'ils sont porteurs, ce sera encore mieux par rapport à la rigidité, par rapport au niveau phonique. Donc il faudra quand même les doubler de chaque côté. Mais si les biens sont séparés déjà par un gros mur en pierre, c'est plutôt pas mal. Peut-être que vous devrez fermer des portes, on verra ça plus tard, mais on peut séparer sur les murs porteurs. On peut également se servir de cloisons existantes pour séparer des lots. Alors, si vous avez décidé de garder la cloison, bah, il faudra faire un doublage phonique de chaque côté, en prenant bien soin de faire ça correctement. Si par contre vous souhaitez découper dans un espace où il n'y a rien, vous allez devoir créer une cloison qui s'appelle SAD, qui est une cloison bien spécifique pour la séparation des lots entre eux. Je vous laisse faire vos propres recherches sur ce type de cloison, c'est très facile à trouver. Je vous mets une petite incrustation pour que vous voyez quand même à quoi ça ressemble. Parce que sachant que le bruit passe essentiellement par les vibrations, il faudra faire bien attention que vous ayez un mur porteur, que vous redoubliez une cloison ou vous créez une cloison SAD de toutes pièces. Il faudra bien faire attention à l'isolation phonique, c'est très important pour séparer les lots entre eux. Si vous créez des cloisons séparatives, il faudra bien aussi prendre en compte le fait qu'elles devront être coupe-feu. Les normes changent en fonction du type de maison, de bâtiment. En général, on est sur du coupe-feu une demi-heure. Alors évidemment, je ne m'engage en rien là-dessus, je vous laisse vérifier par vous-même en fonction des caractéristiques des logements que vous allez créer. Donc comme je vous le disais juste avant, pour séparer des lots, on va devoir fermer des espaces, mais quelquefois on va devoir faire des ouvertures dans des murs à l'intérieur pour créer des circulations d'une pièce existante à une autre. Donc là, si c'est une cloison, il n'y a pas de problème particulier. Par contre, si vous tapez dans un mur porteur, comme la façade, on fait attention, on passe par des professionnels qui vont mettre un linteau et qui vont vous faire les choses dans les règles avec les garanties nécessaires. Un autre point très important lors d'une division de bâti, c'est la gestion des réseaux. Et là, je sais qu'on aborde un sujet sensible, voire casse-tête pour certains. Certains ont vraiment des blocages psychologiques là-dessus.
Vous allez voir qu'il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir, je vais tout vous expliquer maintenant. Il faut savoir que sur une division de longère comme ça, de manière horizontale, avec des accès directs vers l'extérieur, il est beaucoup plus facile de ramener individuellement les réseaux pour chaque lot en passant de l'extérieur vers l'intérieur du logement. En faisant des tranchées dans le sol, à l'intérieur de la maison également, ça ne pose aucun problème. L'idéal étant de pouvoir passer par les portes existantes, ça évitera à votre artisan de devoir passer sous la façade et donc de se taper les fondations, ce qui n'est jamais très bon, et puis c'est surtout très compliqué, mais taper dans les fondations, bon, on n'aime pas trop ça, quoi. Donc s'il y a des ouvertures existantes, profitez-en, vous passez votre saignée dans l'ouverture existante. Si par hasard c'est des ouvertures que vous aviez l'intention de changer, vous faites d'abord votre tranchée, vous passez vos réseaux, vous refermez, et ensuite votre maçon il viendra vous refaire votre seuil propre, les tableaux, et vous mettez votre ouverture neuve. Si par contre l'ouverture n'est pas existante et que vous avez l'intention de créer une ouverture, donc une porte dans la façade, commencez bien sûr par créer l'ouverture, vous passez vos réseaux dedans, et ensuite, toujours pareil, vous remettez le seuil, le tableau et la porte d'entrée. Il faut faire les choses dans l'ordre pour éviter de faire et défaire, et recasser et refaire. Ça n'a aucun sens, ça fait perdre du temps et forcément de l'argent. Donc avec cette configuration, chaque lot pourra être individuellement alimenté en eau, en électricité, donc vous pourrez passer la gaine rouge Enedis, mettre votre compteur où vous voulez à l'intérieur de la maison, enfin où vous voulez en respectant les normes évidemment, pas dans les chambres, pas dans un placard, pas dans les pièces d'eau, il y a des règles à respecter, et vous pouvez aussi individualiser tous les réseaux d'évacuation d'eau usée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vu que vous créez toute pièce, on n'a pas besoin d'acheter une maison avec 4 WC, 4 salles de bain et tout ça. C'est un blocage psychologique qui ne sert à rien. Sur la photo que je vous ai montrée là, avant-après, c'est une maison où il n'y avait que 2 salles de bain, une à chaque extrémité, et j'ai pour autant créé 5 lots à l'intérieur. J'ai tout ramené, tout est neuf, d'ailleurs les salles d'eau existantes, s'il y en a une qui a été gardée et l'autre a été carrément déplacée. Pas la peine de se casser la tête à chercher des maisons avec plein de points d'eau. Il y a des configurations de maisons comme ça où on peut tout ramener de A à Z. Ça va grandement, je pense, vous simplifier la tâche. Autre avantage de ce type de maison, c'est que d'avoir un accès direct vers l'extérieur. Donc on l'a dit, c'est un avantage en supprimant les communs, c'est un avantage pour alimenter les réseaux, mais c'est aussi un avantage par le fait de pouvoir, en fonction de la typologie de votre terrain, de mettre des extérieurs privatifs pour chaque lot. Et ça donne une vraie plus-value, peu importe que vous soyez dans le nord, dans le sud, à l'est, à l'ouest, le fait d'avoir un extérieur, c'est forcément un avantage. Non seulement vous allez attirer plus d'acquéreurs, mais en plus vous pourrez vendre vos lots plus cher. Alors comme pour toute division de bâti, comme je vous disais au tout début de la vidéo, le terrain, ça compte, puisque en fonction de votre PLU, vous allez devoir probablement, sauf dans certains cas extrêmes d'hyper-centre-ville, créer du stationnement. Donc le stationnement, ça peut aller de 1, 1,5, j'ai même vu jusqu'à 2 places de parking par lot créées. Donc si vous créez 5 lots, il vous faudra à ce moment-là 10 places. Moi, sur la photo que je vous ai montré, le bien là, c'était 1,5 places par lot créé, donc 5 lots. On a rendu au supérieur, ça en faisait 8 places. Donc j'ai dû créer 8 places, avec les aires de retournement et tout. Donc ça commence à prendre de la place. Donc il faut vraiment choisir la maison, mais il faut aussi regarder les accès et la possibilité d'y faire le stationnement. Si vous ne pouvez pas mettre votre stationnement et que le PLU vous l'impose, c'est pas la peine d'aller plus loin. Ne cherchez pas des complications à commencer à rentrer dans les contraintes techniques du bâti. Si le terrain il dit non, l'opération ne pourra pas se faire. Vous pouvez toujours aller consulter la mairie en amont avant de faire une proposition, de signer quoi que ce soit, pour leur présenter un projet sans stationnement si vous n'avez pas la place de le faire. S'ils sont d'accord parce qu'il manque de logement, bah, écoutez, tant mieux pour vous. Mais dans la plupart des cas, ils sont quand même assez bornés là-dessus, quoi. Donc je vous conseille, comme je vous dis, d'aller voir la mairie, le service urbanisme, ou carrément le maire, ou un adjoint dédié à ça, pour lui exposer votre projet. En général, ils aiment bien qu'on les consulte avant de leur envoyer des déclarations, des permis de construire. Donc c'est toujours positif.
Donc très important, quand on fait nos recherches, on regarde évidemment le bâti, on regarde également le terrain. Parce que je vous ai parlé de parking, il faudra peut-être aussi faire une voirie. Donc là c'est pareil, il y a des largeurs spécifiques en fonction du PLU. Des fois c'est 3 mètres, des fois c'est 4 mètres, j'ai même vu jusqu'à 6 mètres pour que les voitures puissent se croiser. Enfin, j'ai l'impression que faut créer une autoroute dans le jardin presque. Des fois c'est un peu aberrant, mais bon bref, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Donc il faut prendre tout ça en compte. Donc maintenant que nous avons vu toute la partie théorique de la division de bâti d'une longère, je vais vous montrer sur internet quelques exemples de maisons. Alors on ne va pas parler de chiffres du tout, hein, c'est juste pour vous montrer le type de maison, l'esthétique, ce à quoi ça ressemble. Vous en avez déjà vu une avec l'opération que j'ai faite moi-même, mais il y en a plein d'autres styles. Et on va regarder un petit peu ce que vous pouvez trouver sur internet et ce que vous allez devoir chercher si vous êtes intéressé par ce type de maison. Et c'est parti, on va sur mon ordinateur. Alors voici la première maison. Donc là, on est sur une vraie longère. Je crois qu'on est en Bretagne, peu importe, hein. Donc là, on est sur un étage total. Comme on peut constater, on a 1, 2, 3 portes qui sont tout de suite au début. Et on voit que ça continue un peu, il y en a encore quelques-unes. Donc là, potentiellement, on se dit que faut voir après comment c'est découpé à l'intérieur, sachant que les murs, hein, comme je vous l'ai dit, ça se modifie, ça se crée. Donc les espaces intérieurs, on ne les verra pas. Je vous montre juste ce à quoi ça peut ressembler. Donc là, on voit qu'il y a un étage total. Donc l'idéal, là, ce serait de couper en tranches de saucisson, de faire plusieurs logements plus ou moins grands. Si on peut varier les tailles, c'est plutôt pas mal, histoire de proposer différents produits à nos acquéreurs. Donc si on peut aller suivant l'endroit du studio au T3, par exemple, c'est très bien. Donc là, on choisit un peu en fonction de l'intérieur, et on voit qu'on a déjà les ouvertures, on a des portes, on a des fenêtres, en haut, en bas, donc c'est plutôt lumineux. Ça, c'est un bâtiment qui doit pouvoir se découper. Alors après, bien évidemment, comme je vous disais, il faut regarder votre secteur. Si c'est en pleine campagne, bon bah, on verra, on s'adaptera, on mettra peut-être des choses plus grandes, on pourra mettre du terrain devant, derrière, on voit que là on a de la place pour faire du parking. Donc ça, c'est un type de maison qui est potentiellement divisible. Deuxième possibilité. Alors là, on voit que c'est une maison, pareil, à étage, beaucoup moins belle, mais bon, ça c'est un autre truc. On voit que c'est un peu en campagne, pareil, peu importe, c'est pas le problème. On voit qu'on a seulement une porte au milieu, et on a des grandes fenêtres sur les côtés. Donc moi, ça, je vois ça, je me dis, soit je modifie les fenêtres en baie vitrée, avec une porte d'entrée, comme ça je peux faire 1, 2, 3, 4 lots, chacun avec un étage, une partie étage, donc des duplex, dans le même principe que celui d'avant. Soit je me sers de la porte du milieu, et je fais un logement à gauche, un logement à droite, donc avec un petit sas commun, qui ne nécessitera pas forcément, comme je disais, de compteur électrique, parce que là, dans un petit sas comme ça qui sert juste quelques lots, et si c'est vraiment petit, je mets un détecteur de présence à pile, c'est tout. Donc là, on a plusieurs possibilités. On modifie la façade, ou alors on passe par l'accès commun du milieu et on dispatche à gauche et à droite. Sachant que comme c'est forcément traversant, si le bâtiment est relativement large, pourquoi pas faire des logements d'un côté et des logements de l'autre. On pourrait à ce moment-là en faire 4, avec du jardin de partout et de la place pour faire du stationnement. Exemple suivant. Alors celui-ci, il m'a amusé, puisque ça ressemble étrangement quand même à ma deuxième opération de marchand de biens, avec une partie à étage uniquement sur le milieu, une partie à gauche, une partie à droite. La seule différence, c'est que le mien, si on considère sur ce plan à gauche, il y avait un lot supplémentaire, mais là, quand on regarde, on se dit on peut faire un lot à droite, sur la partie basse du toit, sur la partie centrale avec un étage, bah, soit on fait un duplex, soit on fait un lot en haut, un lot en bas, ça dépendra de la position de l'escalier. Et puis à gauche, on doit pouvoir faire encore un lot. On voit qu'on a des portes de partout, on a des dépendances encore sur les côtés, est-ce qu'elles sont aménagées ou pas? Si elles ne le sont pas, pourquoi ne pas les récupérer en faisant une ouverture à l'intérieur pour communiquer entre la pièce et la dépendance? Vous augmenterez ainsi votre surface habitable, ce qui est toujours très intéressant. Donc là c'est pareil, c'est un type de maison, forcément, vu que ça ressemble à ce que j'ai fait, qui est tout à fait divisible, avec du terrain pour tout le monde. Je vais vous montrer un dernier exemple. Donc là, on peut voir que c'est une maison, tout ça, mais on voit aussi qu'il y a différents types de toits. Donc là, on a l'impression que c'est une, deux maisons côte à côte, alors qu'en fait, ça communique à l'intérieur, et c'est bien un seul et même lot. Donc là, ça paraît évident de couper au niveau des toits. Et puis si on regarde un petit peu plus loin, donc là, on voit la partie centrale, qui a son propre accès. Là, on voit que la partie de gauche, elle a aussi une porte, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et donc ça, c'est la partie du fond, donc qui ressemble plus visiblement à une dépendance.
mais qui a double accès vers l'extérieur. Ça manque un peu de fenêtres, mais ça peut se rajouter. Et pourquoi ne pas faire un ou peut-être deux, suivant la taille, logements là-dedans. Donc là, c'est pareil, quand on la regarde, on se dit celle-ci, elle est intéressante. En plus, ça peut quasiment être des maisons, même des maisons mitoyennes, faire un ensemble de petites maisonnettes. Ça peut être un produit très intéressant suivant votre secteur. Juste une petite dernière, peut-être. Donc ça, c'est un bien qui était une maison et qui est en cours de travaux. C'est pas fini, c'est vendu comme ça, pas fini. Mais c'est, vous voyez, il y a plusieurs portes d'entrée. C'est une maison qui a été coupée en deux, ça. Donc avec un duplex de chaque côté, on voit qu'ils ont mis des portes PVC blanches là. Donc voilà le résultat d'une division de bâti de manière horizontale. Donc, comme vous avez pu le constater, les longères sont des maisons avec un fort potentiel de division. Ce sont généralement des divisions relativement simples à réaliser, puisqu'on n'a pas trop de notion de plancher, sauf si évidemment elles sont à étage, mais si vous en faites des duplex, bon bah là c'est moins important. Le phonique entre le haut et le bas, à partir du moment où c'est le même logement, c'est moins grave. Et puis de toute façon, ce sera, si vous vendez des choses à rénover, ce sera à l'acquéreur de se débrouiller avec son plancher. Donc techniquement, c'est pas très compliqué. Les volumes peuvent être plus ou moins déjà définis, comme on l'a vu, il y a des biens qui existent où naturellement, quand on le regarde, on se dit tiens, je vais découper comme ça, comme ça et comme ça. Donc ça ne demande pas de trop cogiter et de se faire des mots de tête pour savoir en combien je vais diviser mon bien. Par contre, il va bien savoir définir les lots qui vont résulter de votre division en fonction de votre secteur et de la typologie de vos futurs acquéreurs. Attention de ne pas faire des trucs trop petits dans des zones rurales, par exemple. Ça va peut-être moins bien passer. Il faut quand même qu'il y ait une certaine habitude à l'appartement, si c'est des appartements, même si on est sur du plein pied avec du jardin, on est quand même sur de la mitoyenneté, et il y a des secteurs où les gens aiment bien avoir leur maison au milieu d'une grande parcelle, et pas de voisins à proximité. Donc il faut savoir s'adapter, c'est primordial. Donc voilà, nous en avons terminé avec cette première vidéo de ma mini-série consacrée aux différents types de maisons à diviser. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, soit de cette mini-série ou d'autres choses, parce que j'ai aussi des informations à vous donner sur mon opération, celle que je suis en train de clôturer. Je vais rien spoiler, mais forcément, à un moment donné, je vais faire une vidéo bilan de cette opération. Ça arrive très prochainement. Donc quoi qu'il arrive, on se retrouve bientôt, et j'espère que cette vidéo vous aura éclairé un petit peu sur au moins le premier type de maison, et vous allez voir qu'il y en a d'autres qui sont très intéressantes. Donc à vos recherches, et j'espère que vous allez trouver prochainement. À bientôt, bye bye.